Je pense qu'il y a un sujet sur lequel tout le monde est sensible, et c'est la confiance en soi. Et pour en parler, je reçois Charles Pépin. Charles Pépin, c'est un philosophe qui a écrit plusieurs bouquins, dont Les vertus de l'échec et La confiance en soi. Et donc, avec lui, on va parler évidemment d'échec, mais aussi de confiance en soi, du syndrome de l'imposteur, bref, de tous ces sujets qui vous touchent, je suis certain, à peu près tous les jours. Je suis Grégory, vous êtes sur Vlan. Allez Vlan, c'est parti. Donc, bonjour Charles Pépin. Bonjour. Donc en fait, vous avez écrit plusieurs bouquins, mais entre autres 2 bouquins, un sur l'échec, un sur la confiance en soi, et on va parler de ça. Et la première question que je me pose, et que j'ai trouvé un peu intéressante en tout cas, c'est que vous dites que l'échec, ça permet d'être plus heureux. J'aimerais comprendre comment l'échec pour rendre heureux. Alors c'est évidemment un peu rapide comme énoncé, ça fait souvent souffrir et ça rend malheureux, mais ça peut être l'occasion de mesurer qu'on a une ressource de joie de vivre finalement, ou de persévérance, ou de combativité, qui est plus grande qu'on ne le pensait, et que finalement on mesure à l'occasion de l'échec. Donc du coup, une première idée, c'est que ça nous rappelle à un élan vital qu'on a en soi, et qu'on ne pourrait pas mesurer hors l'échec. Et puis il y a aussi le fait que parfois, ça nous aide à nous recentrer sur l'essentiel. On se dit, voilà, j'ai raté tel concours, j'ai raté telle promotion, mais je m'entends hyper bien avec mes enfants, mais j'ai des belles histoires d'amitié, mais je suis amoureux. Et finalement, on oublie l'essentiel parce qu'on poursuit des lièvres qui, au fond, nous aveuglent et qui nous divertissent, quoi. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et puis, il y a un truc beaucoup plus simple, je trouve, c'est que sans mesurer une ressource comme ça de combativité particulièrement intense, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on connaît un échec, ou une désillusion, ou une blessure d'ego, et on se rend compte que finalement, même si c'est désagréable, on a encore une forme de confiance en la vie, en l'avenir, et on continue à trouver la vie assez belle, et finalement, on mesure que la confiance qu'on a en la vie est plus grande qu'on ne le pensait, parce qu'on n'aurait jamais pensé qu'elle résisterait ainsi à l'échec, et finalement, elle y résiste. Donc, c'est comme une sorte de test, en fait, pour le désir de vivre, l'échec. Et est-ce que c'est pas une... En fait, est-ce que l'échec, c'est pas une vue de l'esprit? Est-ce que c'est pas une manière d'envisager le monde? Ou est-ce que c'est de manière concrète Je pense quand même qu'il y a une objectivité de l'échec, mais cette objectivité n'a de sens que si elle est accompagnée d'un sentiment subjectif d'échec. Par exemple, vous pouvez parfois échouer, mais n'avoir aucun sentiment d'échec. Dans ce cas-là, c'est pas un échec. Donc il y a échec quand il y a, on va dire, 2 choses. D'abord, une rencontre entre un projet et une réalité qui s'est mal passée, et puis un sentiment d'échec. Donc dans ce cas-là, c'est quand même réel. C'est pas simplement une vision du monde. En revanche, là où c'est intéressant, c'est qu'on peut travailler sa vision du monde, sa représentation du monde, pour se demander si finalement c'est si grave que ça. Pourquoi je le prends si mal? Pourquoi je le vois comme ça? Est-ce que je pourrais pas le voir autrement? Mais attention, quand je dis ça, je précise tout de suite, il ne s'agit pas d'une manipulation mentale. Il ne s'agit pas simplement de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Il s'agit d'aller chercher l'émotion ou l'affect qui va nous libérer. Et souvent, cette émotion, elle peut être négative. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout pour une psychologie outrageusement positive. Je pense qu'il faut accepter aussi dans l'échec une part de souffrance, une part de désagrément, quoi. Et qu'il y a une manière de l'accueillir qui fait que ça se transforme en joie et en positif, quoi. Mais par contre, il faut l'accueillir, il faut pas le refouler, il faut pas le nier. Donc voilà, c'est désagréable d'échouer, ça fait mal, et simplement, il se trouve que l'existence, c'est aussi ça, qu'on n'est pas en train de surfer comme ça tout le temps à la surface des choses, et que le fait d'endurer cette difficulté nous reconnecte à la réalité et nous fait apprécier peut-être plus la vie, quoi. Est-ce que c'est lié à notre culture française? Parce que je sais que vous faites la différence entre la culture française et anglo-saxonne. Il y a évidemment une donne culturelle. Mais je trouve pas ça très intéressant comme prisme. C'est un peu un cliché. Il a en partie sa vérité. Mais franchement, c'est pas très éclairant de se dire ça. Parce que mieux vaut s'attacher à la singularité d'une situation, à la particularité de ce que je ressens. Parfois, par exemple, c'est très intéressant. On ressent un fort sentiment d'échec, alors que notre échec n'est pas très grand. Et alors plein de gens vous disent oh, c'est pas grave, pourquoi t'en fais une maladie, t'as juste pas eu ta promotion, t'as juste divorcé comme un couple sur 2 à Paris. Et en fait, et moi je suis pas d'accord, parce que je pense pas qu'il faille essayer de gommer comme ça et de passer dessus. Et je pense qu'au contraire, il faut s'interroger
et accueillir ce sentiment d'échec pour savoir ce qu'il a à me dire de ce qui compte pour moi. Si par exemple, je vis très très mal avec un très fort sentiment d'échec et mon divorce, eh bien, il faut que j'entende pourquoi je le vis si mal pour mieux me connaître et finalement après mieux réussir, on va dire, ma vie en ayant des projets, des ambitions qui sont plus conformes à mon véritable désir. Véritable désir que parfois je ne peux mesurer que dans l'expérience de l'échec. Donc, moi je vous dirais pas, comme certains, mais non, c'est pas grave, arrête de le plaindre. Je vous dirais plutôt, écoute, essaye d'interroger pourquoi ça te fait mal, là où ça te touche, et à partir de ça, tu vas construire quelque chose d'intéressant. Et il y a cette pensée aussi de dire que quand on a raté, on est un raté. Alors qu'en fait, c'est pas forcément la même chose, il me semble. Oui. Alors, tout ça, c'est vraiment ce que je développe dans mon livre qui s'appelle Les vertus de l'échec. Ouais, exactement. Et la thèse dominante du livre, c'est d'avoir une approche existentialiste et pas essentialiste. Une approche essentialiste, c'est quand vous dites, parce que j'ai raté ceci, en fait, je suis un raté. Puisque j'ai raté l'école de commerce, je suis nul. Et c'est vrai qu'on a, en France, pour des raisons un peu compliquées historiquement, un penchant essentialiste. Et contre ça, il y a des philosophes existentialistes, comme Sartre, par exemple, qui disent, voilà, il n'y a pas d'essence, en fait. À l'intérieur de toi, il n'y a pas un noyau, il n'y a pas une identité, il n'y a pas une monade. Ta vérité de sujet, elle se construit dans les liens que tu tisses avec les autres, avec le monde, avec les choses, avec les animaux, avec le ciel. Donc, tu ne peux pas être nul parce que tu n'es pas. En revanche, ce qui va se passer, c'est que tu vis une expérience, échec, succès, ou souvent mélange des deux. Et la question, c'est qu'est-ce que tu vas devenir par cette expérience. C'est ça l'existentialisme. Du coup, la question n'est pas qu'est-ce que je suis parce que j'ai raté, mais qu'est-ce que je vais devenir en faisant quelque chose de mon ratage. La question n'est pas qu'est-ce que je suis parce que j'ai réussi, mais qu'est-ce que je vais devenir en faisant quelque chose de ce succès. C'est-à-dire un projet, on est toujours comme ça au devant de soi, jeté dans l'aventure du monde, en train de sortir de soi, et non pas d'essayer d'extérioriser quelque chose qui serait en soi et qu'il n'y aurait qu'à faire sortir. Et on en arrive directement au livre d'après que j'ai écrit, qui s'appelle La confiance en soi, qui pour moi est la conséquence, c'est que il ne faut pas, enfin je ne crois pas, que la confiance en soi soit la confiance en un moi que j'aurais à l'intérieur, qui serait un noyau, un joyau, un bijou, une essence, et qu'il n'y aurait qu'à extérioriser. Comme Sartre, mais aussi comme Freud, comme Lacan, comme plein de gens, je ne pense pas qu'il y a une essence au fond du moi. Il y a une multiplicité de possibilités, d'affects, une complexité hétéroclite, qui fait que ce qu'il faut, c'est sortir de soi, s'ouvrir au monde, et trouver la confiance en tissant des relations, des liens, avec des activités, des gens, évidemment, le monde aussi, hein. Et c'est ça que Sartre résume dans un titre un peu technique qui s'appelle La transcendance de l'ego, mais qui veut exactement dire ça. C'est que mon ego, il n'est pas en moi, à l'intérieur de moi, il est transcendant, c'est-à-dire qu'il est hors de moi dans la totalité des liens que je tisse et retisse avec les autres. Mais d'ailleurs, la confiance en soi, c'est pas une conséquence de l'audace quelque part? Conséquence de l'audace. C'est-à-dire le fait d'oser faire quelque chose? Oui, enfin, c'est parfois une conséquence. C'est-à-dire qu'il y a une situation où j'ai confiance parce que je me dis que j'ai été capable d'oser, même si le résultat n'est pas bon. Mais parfois, il y a aussi le contraire. C'est que je me retrouve audacieux parce que j'ai confiance, mais peut-être pas tellement en moi, ça me choque un peu, mais j'ai confiance en l'action. Dans le fait que l'action elle-même pourra produire des bons résultats, alors que si j'agis pas, il se passera rien. Je peux aussi avoir confiance en la chance. Je peux avoir confiance en les autres que je vais rencontrer alors que j'agis et qui peut-être vont m'être d'une grande aide. Je peux aussi avoir confiance en mon destin. Je peux avoir confiance en la qualité d'un instant. Je peux avoir confiance en la beauté du ciel. Il y a plein de choses qui donnent confiance et qui ne sont pas moi. Si bien que ma thèse dans ce livre, et c'est une thèse philosophique. Le livre s'appelle La confiance en soi, une philosophie. C'est une psychologie, mais je montre que c'est aussi une philosophie de l'action. Et la thèse, c'est qu'au fond, la confiance en soi n'est jamais simplement la confiance en soi. Il y a tellement d'autres choses que le moi qu'il faut que j'aille rencontrer pour me nourrir d'une confiance finalement en moi. Et alors, il y a un sujet que vous abordez qui est la puissance. Moi, j'ai fait un épisode sur les sorcières. On parle beaucoup des sorcières, de la puissance féminine. Bien sûr, avec Mona Chollet. Alors, je l'ai pas fait avec Mona Chollet, je l'ai fait avec Odile Chabriac, en l'occurrence. Mais bon, elles ont fait toutes les deux un bouquin avec une essence un peu différente. Mais comment on fait pour devenir puissant quelque part? Parce que la confiance en soi, c'est aussi ça. Il y a une forme de puissance qui s'installe, non? Alors, attends, oui. Enfin, puissance. Enfin, je vais peut-être un peu vite. Non, j'aime bien le mot puissance, mais il faut l'entendre au sens grec. D'accord. Autrement, ça fait un peu arrogance. Le sens grec, c'est
le potentiel qui est en moi et que je vais actualiser par les rencontres que je fais. Et en misant aussi sur la contingence, sur le fait que tout n'est pas écrit. Alors, en revanche, à ne pas confondre avec une surpuissance ou avec une arrogance. Bien sûr. Peut-être la distinction qu'on est en train d'évoquer, c'est entre être sûr de soi et avoir confiance en soi. Pour moi, être sûr de soi, c'est plutôt bête, parce que la vie est compliquée, parce qu'on peut se planter, parce que c'est souvent être aveugle à la complexité des choses, être trop sûr de soi. Et surtout, on n'est pas très empathique à l'égard des autres et on devient parfois assez con, quoi, assez suffisant. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'avoir confiance en soi si ça n'est pas être sûr de soi ? Eh bien, c'est accueillir son doute d'une manière qui soit un moteur et pas un frein. C'est accueillir l'incertitude en n'en ayant pas peur, en n'étant pas trop paralysé par la question de l'incertitude et par la réalité de l'incertitude. D'où la thèse de mon livre, c'est de dire vous n'êtes pas sûr de vous. Eh ben c'est tant mieux, parce qu'il y a d'autres choses qu'il faut rencontrer qui vont vous donner confiance, notamment les autres, évidemment. Il y a cultiver les bons liens, aller voir les personnes qui vont vous rassurer, vous réveiller, vous faire confiance, vous responsabiliser, tout ça. Et puis aussi, il y a le monde, très important. Vous apercevez très souvent que, alors que vous êtes angoissé, quand vous marchez dans la campagne, même sur un trottoir, et que vous avez un rapport au monde heureux, quoi, joyeux, que vous êtes habitant du monde, alors la confiance revient. Mais ce point, finalement, mérite qu'on s'y arrête. Comment expliquer que, alors que j'ai peur parce que j'ai un rendez-vous à 16h, que je me sens mal, j'ai mal au ventre, etc., et j'ai telle compétence, je vais avoir affaire à telle personne un peu malveillante éventuellement, et donc j'ai pas confiance en moi. Et puis parce que je marche dans la rue, j'écoute une bonne musique, mon pas est régulier, je sens le monde sous mes pieds. Enfin bref, j'habite un peu ce trottoir, ce monde. Soudain, la confiance revient. Ça veut quand même dire que c'est pas une confiance simplement en soi, que c'est pas que de la compétence, parce que rien n'a changé de la compétence, rien n'a changé même des autres que je vais rencontrer. Juste, j'ai rencontré le monde et ça m'a mis en confiance. Et je vous rappelle que la naissance, c'est ça. La naissance, c'est une venue au monde. Et donc, à partir du moment où je suis né et où je suis venu au monde, j'ai en retour une confiance minimale en ce monde. Et ça explique pourquoi, quand je rencontre ce monde, promenade à la campagne, contemplation d'un ciel, ou même déambulation dans une ville, ça me rappelle qu'il y a quelque chose dans ce monde qui m'attend, quelque chose dans ce monde qui ne m'est pas hostile. Or, souvent, la crise de confiance, on a l'impression d'une hostilité, d'être victime d'une forme d'hostilité du monde. Il me semble que vous dites aussi que la confiance en soi, ça arrive à travers l'expérience. Ouais. Et du coup, vous opposez un petit peu le monde digitalisé, d'une certaine mesure, parce qu'en fait, on enlève l'expérience quand tout est automatisé, par définition. C'est vrai. Comment vous articulez cette idée ? C'est vrai que l'expérience concrète des choses, le fait de les manipuler avec ses mains, et de produire manuellement, les mains sont intelligentes, des résultats dans le monde, c'est incroyable comme ça donne confiance. Si vous vous réparez un meuble, si vous cultivez un jardin, si vous faites la cuisine, si vous faites du bricolage, et puis a fortiori si vous faites une œuvre d'art de vos mains, tout ça donne confiance. Pourquoi ? Parce que, comme le disait Aristote, les mains prolongent l'esprit, et on a un rapport au monde qui, quand il est manuel, est aussi spirituel. Et puis, il n'y a rien qui est plus agréable que de voir les effets réels dans le monde de son action. Du coup, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que parfois, on a un métier où on ne fait pas grand-chose de ses mains, un métier de cadre, par exemple, où on assiste à des réunions, on donne son avis, on répond à des mails, mais on n'a pas ce rapport concret aux choses. Et puis aussi, on est sur des réseaux sociaux où tout ça est très à la surface, quoi. On a ce pouce qui glisse, on fait défiler des images, qui d'ailleurs souvent sont un peu agressives. Souvent, en termes de confiance en soi, on se fait mal sur Instagram ou sur Facebook. On a l'impression que la vie des autres est plus belle, alors que souvent elle est juste mieux mise en scène, mais bon, passons. Et tout ça fait que on arrive à une injonction paradoxale de l'époque, qui nous dit en même temps, ayez confiance en vous, parce que votre destin vous appartient, et parce que vous êtes responsable de votre succès, une sorte de pensée libérale dominante aujourd'hui, et dans le même temps, cette époque qui nous enjoint à la confiance en soi, un peu tire le tapis sous nos pieds, sur lequel d'habitude se fonde cette confiance, ce tapis étant le rapport concret aux choses, le travail manuel, et finalement l'épaisseur d'une quotidienneté qui me met en contact avec le monde. Et donc nous, on est un peu en train de surfer à la surface du monde, on ne fait plus grand-chose de ses mains,
Et on peut résumer tout ça d'un exemple très concret. Si vous avez froid et que votre journée a été pourrie et que vous êtes en crise de confiance et que vous avez chez vous un petit enfant qui a froid et que vous faites un feu en allant couper du bois, porter des bûches, allumer le bois, entretenir les braises et que finalement vous avez fait un superbe feu, bah ça vous met en confiance et ça répare votre âme blessée. Et quand vous arrivez dans votre ville et que vous réglez un thermostat avec une commande vocale, bah il se passe pas ça. Non. Vous avez plus ce gain en confiance. Donc une proposition très concrète, c'est de retrouver un rapport à la main, quoi. Enfin, à la main, pleine d'esprit. Hein. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tant de gens font de la cuisine, font des potagers, se mettent à faire de la poterie, font de la sculpture. Et ils ont bien raison. Ça sauve, ça répare beaucoup un cœur blessé de faire quelque chose de ses mains. Donc ça, c'est un vrai conseil. Ouais, un conseil très concret, ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, j'ai la sensation que... En tout cas, moi, je le vois autour de moi, que les gens retournent dans le concret, dans le manuel, que ce soit pour devenir prof de yoga ou faire de la poterie ou peu importe, mais un retour à la matière, en fait. Ouais, tout à fait. Envie de dire. Ouais. Et j'ai une question, je me posais la question, comment ça se fait que l'homme, Charles Pépin, écrit un bouquin sur la confiance en soi? Parce qu'en fait, quand on est philosophe, il y a des sujets, il y en a plein, et d'ailleurs vous avez écrit des bouquins sur pas mal de sujets. Mais alors pourquoi l'échec et pourquoi la confiance en soi? Alors pourquoi l'échec? Je pense que ça vient de l'enfance, que je me suis souvent senti en échec et j'ai eu souvent un fort sentiment d'être un loser à différentes époques de ma vie, surtout l'enfance et l'adolescence. Et que ça entrait en contradiction avec le fait que je n'avais pas l'air de ça, que personne ne mesurait cette fragilité, que j'avais plutôt l'air de réussir tout facilement. Donc il y avait une sorte de hiatus entre ce que je ressentais assez profondément et l'impression qui se dégageait. Et peut-être que c'est aussi pour ça que ça m'a tellement plu de retrouver ce thème et de le travailler philosophiquement. Après, il y a une autre raison un peu plus théorique, c'est que ça me paraissait quand même bizarre qu'il n'y ait pas de livre de philosophie sur l'échec, tellement l'échec est dans nos vies. Et enfin, sur la confiance, je me suis rendu compte que c'est ce que j'adorais dans mon métier de prof de philo que je fais depuis une vingtaine d'années, beaucoup plus que d'enseigner la philosophie de Descartes ou de Kant, on va dire rigoureusement. J'aime donner confiance, au fond, à cette jeunesse. Et donc je me suis rendu compte que c'était peut-être ça aussi l'acte philosophique, donner confiance. Quand vous avez les philosophes des Lumières qui disent « pense par toi-même, écoute ta raison », ça veut dire « aie confiance en ta raison ». Quand vous avez Socrate qui dit à un jeune esclave « mais si tu le sais, t'as pas besoin de moi », il lui fait confiance. Quand vous avez Sartre qui dit qu'il a confiance en la liberté de chacun. Et donc au fond, cette thématique de la confiance s'est un peu imposée pour traduire toute ma vision de l'existence au fond. Et tous les thèmes que j'avais travaillés auparavant, la beauté, le plaisir de penser, la joie, finalement, me paraissaient en fait parler de la confiance à chaque fois par une fenêtre particulière. D'accord. Et alors maintenant que vous avez réussi, ça me fait penser à un sujet que moi je vois chez moi déjà et puis aussi beaucoup autour de moi, qui est le complexe de l'imposteur. Ah oui. Est-ce qu'on peut s'en parler un tout petit peu sur le complexe de l'imposteur? Comment vous l'envisagez? Parce que vous, en fait, si vous avez eu la sensation d'échouer quand vous étiez jeune et qu'aujourd'hui vous êtes plutôt dans le succès, en tout cas, c'est un point de vue extérieur, parce que moi je suis à l'extérieur de vous, évidemment. Donc c'est c'est mon point de vue sur vous. En tout cas, c'est une image, voilà. Donc après, c'est pas forcément la réalité, évidemment. Ce complexe de l'imposteur, vous, c'est un truc que vous ressentez et comment vous l'analysez? Alors de manière pas forcément sur vous, mais de manière plus large. Disons que d'abord. J'ai écrit 13 livres, il y a eu beaucoup de livres qui n'ont pas marché, alors que je les trouvais très bons. Donc ça m'a un peu vacciné contre le fait d'accorder trop de crédit objectif à ce qui est simplement un nombre de ventes et un nombre d'articles, quoi. Donc j'ai beaucoup de distance par rapport à ça. Et je me suis souvent senti, en tout cas, pas à ma place. Je sais pas si c'est ça que vous appelez par complexe de l'imposteur. Mais moi, j'ai toujours eu ce problème dans la vie en général, quoi, de pas me sentir à ma place, d'être toujours. On me demande des choses et j'ai pas l'impression que je pourrais y répondre mieux que d'autres. Donc, a fortiori, quand on vous parle comme si vous étiez un philosophe, que vous aviez la sagesse, je me sens encore plus pas à ma place qu'avant, quoi. Du coup, par rapport à ce sentiment d'être un peu déplacé, quoi. Que j'ai toujours eu dans tous les milieux sociaux et dans tous les milieux professionnels, il y a quelque chose qui me fait du bien, c'est quand j'écris ou quand je fais une conférence. Là, je suis à ma place. C'est-à-dire, on sort des grandes généralités, enfin, je veux dire, on n'est plus dans le monde des grandes généralités,
on n'est plus dans une fonction sociale qui vous est plaquée dessus extérieurement. On est dans une production d'une œuvre, en l'occurrence quand c'est un livre, ou un rapport aux gens très concret, très sensible, quand on leur parle. Et là, je me sens à ma place. Et là, j'ai l'impression que, au moins, quand j'écris un livre, je sais ce que je fais. Et quand je parle aux gens, je sais à qui je parle et je sais ce que je dis. Et donc, c'est pour ça que j'adore ce métier aussi. Justement, pour échapper au complexe de l'imposteur, au moins le livre écrit, il est là, et puis on peut le lire, et puis la parole, elle est là, et les gens l'entendent. Et pour avoir de la confiance en soi, est-ce qu'il justement, il faut pas sortir du cadre, est-ce qu'il faut pas se remettre des défis, ce qui veut dire aussi forcément être ressentir ce complexe de l'imposteur, c'est-à-dire, admettons, quand vous avez écrit votre premier bouquin, vous aviez jamais fait de bouquin, donc quelle est votre pertinence? Moi, je vois quand même beaucoup de ça, de gens qui me disent, oui, mais admettons, pour faire un podcast, ou pour faire un blog, ou peu importe ce que c'est, ou des vidéos sur YouTube, ou lancer une nouvelle activité, ils se disent, oui, mais c'est quoi ma pertinence à moi, en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que moi, je vais apporter de plus? Vous savez, ce sentiment un peu d'illégitimité me paraît la moindre des politesses. Je trouve ça exaspérant, les gens qui sont trop où ils sont. Ça m'a toujours choqué. Vous savez, vous avez des gens, ils sont là où ils sont. Souvent, c'est social en plus. C'est ça. Ouais. Et en fait, ça les dérange pas de coller à leur étiquette sociale, de coller à leur milieu social. Alors, je ne vais pas prendre d'exemple parce que c'est désobligeant, mais vous avez même parfois aussi par rapport à certaines religions. Hein, vous avez des gens, en fait, ils sont ce qu'ils sont. Mais moi, je comprends pas. Moi, j'arrive pas à être ce que je suis. D'abord, je sais pas ce que je suis. Moi, je me sens très visé par la phrase de Sartre qui dit « L'homme est cet être qui est ce qu'il n'est pas et qui n'est pas ce qu'il est ». C'est-à-dire qu'il y a toujours une illégitimité, un déplacement et une inquiétude aussi. Et c'est très intéressant. Parce que du coup, on a besoin de rencontrer les gens, on a besoin de produire des choses, des œuvres, des livres. On a besoin, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on est, de sortir de soi et de passer à l'acte. Et ça, c'est pour moi le secret de la confiance. C'est un art du passage à l'acte. Pour moi, la confiance en soi, c'est une philosophie de l'action. Et vous savez, parfois, vous avez des gens, ils sont un peu en meute, en tribu, et ils adoptent tous les codes de leur tribu, et ils sont entre eux, et puis parfois, ils rencontrent d'autres gens, mais ils ne changent pas. Ils continuent à arborer les mêmes apparences, les mêmes rites. Alors moi, quand je les vois, je me dis, mais pourquoi de quoi ils sont faits? Pourquoi moi je suis pas comme ça? Enfin, j'en suis assez heureux de pas être comme ça, mais parfois j'en souffre un peu quand même, de jamais se sentir exactement à sa place. Et je me dis, mais ne voit-il pas l'altérité? Ne voit-il pas la multiplicité? Ne voit-il pas qu'il y a d'autres façons de penser? Et on pourrait se dire, ils ont confiance en eux, mais moi je pense que non. Ils n'ont pas confiance en eux. Ils vont se rassurer en collant à un moule social qu'ils n'ont même pas choisi, qui est un déterminisme. Et justement, ils n'ont pas la confiance suffisante pour s'inventer dans leur singularité, pour se risquer à devenir eux-mêmes, comme le dit Nietzsche, c'est-à-dire s'arracher au troupeau, au social, à la meute, à la tribu, pour devenir quelqu'un d'unique, ou de singulier. Et d'ailleurs, quelque part, les réseaux sociaux, ça fait ça. C'est-à-dire que ça nivelle les goûts. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça, mais il y a une étude qui a été faite sur Airbnb, où ils ont montré qu'en fait, avant Airbnb, finalement, les appartements, qu'on soit à Tokyo, au Canada, enfin à Montréal, pour prendre des villes, New York ou Paris ou Barcelone, étaient très différents les uns des autres. Et que finalement, que ce soit à travers Pinterest, Instagram, enfin tous les réseaux sociaux, finalement, tous ces appartements se ressemblent. Il y a plus vraiment il y a des plantes, il y a un peu de bois, il y a un peu de béton, enfin bref, on mélange les matières. Ça a complètement nivelé le goût, en fait. C'est terrible. Et vous savez, parfois, sur Instagram, vous avez le lundi matin, plein de gens qui disent Monday Mood en faisant une photo. Et puis le vendredi, ils disent Friday Mood et tout. Et moi, j'ai des frissons de honte absolue quand je vois ça. Je me dis, mais en fait, ils ont plus rien en commun que de savoir quel jour on est. Et le monde commun, c'est de dire, ouais, on est mardi, et de mettre ta tête du lundi, pardon. En fait, c'est triste. Il y a évidemment aussi la possibilité... Voilà, moi je suis des personnes sur Instagram qui sont artistes et pour qui c'est l'occasion d'exposer un travail singulier, évidemment. Mais il y a quand même ce niveau de technologie crée de l'uniformisation et c'est un poison pour la confiance. Parce que la confiance en soi, c'est la confiance en sa singularité. Il n'y a pas de confiance en soi sans une connaissance de sa singularité. Donc si je passe ma vie à fuir ma singularité pour coller à des modèles, pour coller à des normes que j'estime en plus être celles du bon goût, de la branchitude ou autre, voilà, c'est une pente qui conduit en fait à l'absence de confiance, finalement. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense qu'on peut faire deux choses. On peut d'abord avoir des décisions de déconnexion ponctuelles. Non pas déconnecter tout le temps, c'est ridicule, je suis pas pour ça. Et puis c'est intéressant, les réseaux sociaux quand même. Mais
retrouver un pouvoir de décision. C'est-à-dire, voilà, là, on est en train de discuter entre amis, on est bien. OK, je me mets délibérément en mode avion, où je mets mon téléphone au fond de mon sac pour créer un espace où je ne suis pas entièrement contaminé par la notification, par la sollicitation, et puis aussi, de manière plus philosophique ou psychanalytique, se connaître son désir. Parce que si je connais mon désir, existentiel, ou même artistique, ou même sexuel, peu importe, eh ben, je ne vais pas être tenté par tout ce qui se présente sur les réseaux sociaux et qui est conformiste, ou alors qui est un éparpillement dans lequel je m'égare. Et donc, je vais notamment moins souffrir du poison de la comparaison. Je prends un exemple. Vous êtes, mettons, vous êtes un homme et vous avez un petit peu des problèmes de cœur affectif, vous trouvez pas, vous cherchez quelqu'un et vous le trouvez pas. Et alors, vous avez vos deux potes sur Instagram qui vous rendent jaloux les deux, parce qu'il y en a un qui est hyper amoureux, il est en couple et il a une super belle vie de famille, et puis pas vous, donc vous êtes jaloux. Et l'autre, il cumule beaucoup plus de conquêtes que vous, et donc vous êtes jaloux aussi. Eh bien, vous allez perdre confiance en vous, parce que vous avez une possibilité absolument inédite dans l'histoire de l'humanité, alors que vous êtes le soir chez vous en train d'angoisser, de prendre votre téléphone et de jalouser, au fond, la vie des autres. Jamais aucun humain n'a eu cette possibilité auparavant. Je veux dire, vos grands-parents, ils pouvaient se comparer à 4 personnes, le voisin du village, une rockstar hyper connue, un acteur à la télé et le président de la République, c'est tout. Et ben aujourd'hui, on peut se comparer à tous les gens qui réussissent hyper bien dans tous les domaines, donc c'est hyper violent pour la confiance. Mais si vous vous connaissez, si vous avez fait une thérapie, si vous vous lisez, si vous vous interrogez sur votre désir profond, et que vous savez que votre vrai désir, c'est d'être un homme de la conquête, de multiplier les expériences. Alors, vous n'allez pas être jaloux de vos deux potes, mais juste de celui qui multiplie les conquêtes. Et vous n'allez plus jalouser celui qui a une vie de famille épanouie, parce que c'est pas votre désir. Et puis, je vais plus loin. Si vous vous connaissez vraiment, vous n'allez plus le jalouser, celui qui réussit mieux que vous dans le champ de votre désir. Vous allez l'admirer, et ça va vous donner des ailes, parce qu'il va vous dire que c'est possible, et il va vous donner de l'espoir. Et finalement, parce que vous connaissez votre désir, un peu comme Ulysse qui sait ce qu'il veut, quoi, enfin ce à quoi il aspire plutôt, eh bien au lieu d'être jaloux et d'être attaqué, amoindri par le poison de la comparaison, eh bien vous vous rapprochez de vous-même, vous prenez confiance en vous, au lieu de jalouser, vous admirez, et surtout vous ne jalousez plus tout le monde. Voilà. Et ben c'est ça en fait que je dis à la fin de mon livre, c'est que la confiance en soi présuppose la connaissance de soi. Et ça, on le dit pas assez. C'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir confiance en soi si je sais pas à quoi j'aspire. Et puis, surtout, il y a parfois des échecs qui sont éclairants. C'est-à-dire que je vais échouer dans une voie parce qu'en fait, je n'avais pas vu, mais qu'elle ne correspond pas à mon désir. Eh bien, l'échec est là pour me le dire. L'échec me montre que je me suis pas assez écouté et que c'est normal que je me plante ici parce que c'est pas ici qu'est mon désir. Et c'est marrant ce que vous dites parce que j'allais reboucler sur le bouquin sur la beauté, mais c'est vrai que finalement, les gens ne savent pas ce que c'est que ils savent plus très bien ce que c'est que le beau pour eux, ou ils savent plus très bien ce qu'ils veulent quand. Il y a une question que j'ai vue sur Instagram d'ailleurs, qui était combien de temps vous donnez aux 5 choses qui vous font le plus de bien. Mais d'abord, il faut définir ce que c'est que ces 5 choses qui vous font le plus de bien, et finalement, on se rend compte que c'est pas une question qui est si simple que ça en réalité. Ah bah ouais. Déjà 5, c'est beaucoup. Mais combien de temps par mois vous consacrez à ce qui compte vraiment pour vous? Ça me paraît une belle question. Ouais. Et d'ailleurs, elle m'angoisse pendant que je vous la pose. Là, je me dis que pas assez, quoi. Ben non, mais c'est pour tout le monde pareil. C'est ça qui est très étrange. Ouais. Enfin, pour moi, c'est pareil. Évidemment. Tout le monde, j'en sais rien. Mais pour moi, pour nous deux, a priori, c'est la même chose. Et ce podcast s'appelle Vlan. Ouais. Donc, je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir ou claquer la porte. Alors, on va commencer par claquer. Claquer la porte au ressentiment et à la jalousie. Chez les autres comme chez moi, évidemment. Mais en même temps, claquer la porte, j'aime pas parce que claquer la porte, c'est un peu comme si on ne voulait plus voir. Alors que je pense que la meilleure façon de se débarrasser de quelque chose, c'est quand même d'accepter de la voir, de la savoir, pour peut-être essayer, par une acceptation, de s'en débarrasser, au moins en partie. À quoi je voudrais ouvrir la porte ? À la joie de vivre. Ça me paraît... c'est tellement facile, au fond. Il suffit, parfois, juste d'ouvrir une porte, de proposer une rencontre, d'être sensible à un instant, à la qualité d'un instant. Et ça peut se faire plus facilement qu'on ne le croit. Hein. Il y a plein de moments où vous avez quand même quelqu'un qui dit « Ouais, je vais pas y arriver ».
Et vous dites, attends, mais et alors, il se passe quoi si tu n'y arrives pas? Et est-ce que ça t'empêche de profiter de la vie? Non, voilà, la porte est ouverte. Est-ce qu'on n'a pas une appétence plus ou moins naturelle? Ah non, vous allez penser que non, sans doute, mais est-ce qu'on n'a pas une appétence naturelle à la joie? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont tristes ou qui sont pas joyeux. Non, je pense pas que qu'il y ait une nature. Je pense que tout ça est plutôt le résultat d'une histoire et d'un acquis, même si c'est un acquis qui peut-être est lié à la toute petite enfance. Et évidemment, on a quand même des différences individuelles. Mais je pense que malgré ces différences, on a tous une ressource de joie assez forte. Simplement, on n'arrive pas à la trouver parce que on est souvent trop idéaliste. C'est-à-dire qu'on va dévaloriser sa réalité au nom d'un idéal de ce que notre vie devrait être, notre métier, notre couple. Et évidemment, l'idéal est toujours plus fort que le réel. C'est trop facile de comparer la réalité à un idéal. Et le secret de la joie, c'est d'arrêter d'idéaliser, d'arrêter de se détourner du réel et de le négliger au nom de ce qu'il pourrait être idéalement, et de toucher le réel, d'accueillir le réel, d'embrasser le réel. Et je pense que la joie a toujours maille à partir avec le réel. Et on s'aperçoit que parfois, même quand le réel est insatisfaisant, eh bien, si on accepte de le rencontrer vraiment, on trouve là une occasion de joie. On peut prendre un exemple très simple. Vous avez une sorte de blessure physique, vous avez une maladie, vous avez une déception, et finalement, ça vous met un petit coup sur la tête, et vous allez vous apercevoir que après ce coup, il y a un truc qui revient comme ça d'approbation de l'existence. Eh bien ça, parfois, on le laisse passer. On n'est pas assez sensible au retour de la joie. Donc, elle est quand même déjà là. Il s'agit plutôt d'accueillir ce réel. Donc, ce qui nous détourne de la joie, c'est l'idéalisme. Et c'est aussi quand même l'incapacité à éprouver le présent, parce qu'on est vraiment très souvent, soit on attend mieux, soit on est nostalgique d'un hier un peu idéalisé, alors que très simplement, dans la joie, il y a une ressource d'approbation de l'ici et maintenant. C'est-à-dire que voilà, c'est pas parce que c'est parfait que j'ai pas en moi la puissance possible de dire oui à cet instant. C'est pas parce que c'est pas parfait, que je n'ai pas en moi le pouvoir, au fond, de dire oui à cet instant comme il est, quoi. Mais oui, un oui affirmatif. Vous voyez, on pourrait peut-être résumer tout ça d'une expression quand on dit c'est comme ça. Vous savez, vous pouvez dire c'est comme ça de manière fataliste, résignée, un peu ressentimentale. Bon, j'ai encore losé, je me suis encore fait... on m'a encore quitté, on m'a encore pas écouté, c'est comme ça, voilà. Mais il y a un autre c'est comme ça. Un c'est comme ça affirmatif. Un c'est comme ça joyeux. C'est-à-dire, ok, j'ai merdé là. Ok, là, ça s'est pas bien passé. C'est comme ça. En fait, la vie continue. J'ai encore du désir. J'ai encore confiance. C'est comme ça. Vous voyez ? Et entre le c'est comme ça de la résignation et le c'est comme ça de l'affirmation, il y a la place pour une vraie sagesse de la joie. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.